Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite leçon d'histoire. Je vous invite à découvrir pourquoi le 2 mai est un jour férié à Madrid, pourquoi c'est le jour de la communauté de Madrid. Pour pouvoir vous expliquer pourquoi c'est un jour férié, je vais m'appuyer sur deux tableaux. Deux tableaux d'un peintre espagnol très connu qui s'appelle Goya. Ces deux tableaux, vous pouvez les voir. Je pense que ceux qui ont été au musée du Prado, vous les avez déjà vus. Vous pouvez les voir au musée du Prado. Ça s'appelle le 2 et le 3 mai. El 2 et el 3 de mayo. Si on essaye d'étudier un petit peu ces tableaux, on peut voir que sur le premier, on voit des individus en train d'attaquer des soldats à cheval. Et sur le deuxième, on est en train de voir des soldats en train de fusiller, en train de tuer des personnes dans la rue. Si maintenant je n'ai pas une base historique, c'est-à-dire que je ne connais pas l'histoire, alors c'est deux tableaux banals que je ne vais pas comprendre. Je ne vais pas savoir pourquoi Goya a peint ces tableaux. Maintenant, on va passer 10 minutes ensemble et je vais vous expliquer exactement ce qu'il s'est passé en Espagne et pourquoi Goya a peint ces tableaux et surtout comment il les a peints, quelles informations il veut nous faire passer, quels sentiments, quelles émotions il veut nous faire passer à travers ce tableau. Donc ces tableaux représentent une scène qui s'est passée à Madrid le 2 mai 1808 et le 3 mai 1808. Pour pouvoir comprendre ce qu'il s'est passé, on va devoir faire un petit retour en arrière et venir en France, oui en France, en 1789. Vous allez vous dire, Nicolas est fou, il veut m'expliquer pourquoi c'est férié à Madrid en Espagne et il me parle de la France en 1789. Mais tout a une relation et le point de départ commence ici. En 1789, en France, il va y avoir une révolution. Le peuple français, qu'on va appeler le tiers-État, va prendre le pouvoir. Il va chasser le roi. Le roi, à cette époque en France, s'appelle Louis XVI. Et Louis XVI est un souverain absolu, c'est une monarchie absolue, c'est-à-dire que le roi peut faire ce qu'il veut, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Les Français ne vont plus accepter ça, ils vont décider de se révolter et ils vont prendre les armes. Et ils vont aller combattre contre le roi à Paris et contre les seigneurs dans les campagnes. Et il va y avoir un changement de statut en France. On va créer la République. On va enlever le roi. Et maintenant, avec la République, c'est les citoyens, c'est-à-dire le peuple, qui va décider. L'une des premières choses que va faire la République, ça va être la création d'un document. Ce document, on le connaît tous. Ça s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et le premier article, le premier point, la première chose écrite dans cette déclaration, c'est que tout homme naît libre et égaux en droit. C'est-à-dire que c'est pas parce que je nais roi que je vais avoir le droit de faire ce que je veux. Et ce n'est pas parce que je suis né pauvre que je vais avoir moins de droits que quelqu'un. Ça nous paraît bête maintenant, mais pour cette époque, c'est une véritable révolution. Et à votre avis, est-ce que le roi va bien prendre ça? Ben non, on est en train de lui enlever son pouvoir. Donc le roi ne va pas être content et il va rentrer dans un processus de dialogue avec les révolutionnaires, mais ça ne va pas marcher. Et le roi va essayer de s'échapper. Et en essayant de s'échapper, il va être arrêté. Et je vous ferai une vidéo sur cette arrestation, parce que c'est un point aussi très important et assez drôle, même si pour le roi, la fin ne va pas être drôle puisqu'on va lui couper la tête. En 1793, le roi Louis XVI et sa femme Marie-Antoinette sont exécutés. On va leur couper la tête. Ça marque la fin de la monarchie. Il n'y a plus de roi en France. Mais ça va surtout marquer le début des guerres avec les pays voisins de la France. Pourquoi? Parce que Marie-Antoinette était autrichienne. Et tout autour de la France, on trouve encore de grandes monarchies. Donc à votre avis, les rois des autres pays vont-ils laisser les Français couper la tête d'un roi tranquillement et le peuple français prendre le pouvoir? Ben non, pour deux choses. Premièrement, parce qu'ils pensent que ça va donner des idées aux citoyens de leur pays. Le roi d'Angleterre, les citoyens d'Angleterre vont peut-être vouloir aussi lui couper la tête. Et enfin, surtout, que les rois, à cette époque-là, se marient entre eux. C'est-à-dire que le roi de France va épouser la fille du roi autrichien,
que le roi d'Espagne va se marier avec la fille du roi d'Angleterre, etc., etc. Donc, tous les rois européens sont plus ou moins de la même famille. Donc, si on attaque une monarchie, on attaque forcément les autres monarchies. La France va donc rentrer en guerre avec tous ces pays. Et une personne va sortir gagnante de ces guerres. Et cette personne, il s'appelle le général Bonaparte. Vous le connaissez plus sous le nom de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte est un général de l'armée française. Il va combattre contre les grandes monarchies et va gagner beaucoup de batailles. Et il va devenir de plus en plus célèbre. Et il va devenir tellement célèbre et tellement aimé que les Français vont l'élire, entre guillemets, comme leur représentant. Il va d'abord être élu comme consul, puis il va se proclamer empereur des Français. C'est-à-dire qu'on a enlevé le roi, mais maintenant on a mis une autre personne à la tête de la France, Napoléon, un empereur. Vous vous doutez bien que si c'est un empereur, c'est un dictateur. Il veut le pouvoir uniquement pour lui. Son objectif va être de rendre la grandeur perdue de la France. Son objectif va être de faire de toute l'Europe, que toute l'Europe appartienne à la France. Et il va réussir son pari, puisque comme vous pouvez voir sur la carte, presque toute l'Europe lui appartient. Napoléon ne fait confiance à personne, sauf aux personnes de sa famille. Donc, il va décider de mettre dans les pays qu'il conquit des personnes qui lui sont proches. En Italie, il va mettre son beau-frère. Et en Espagne, c'est ce qui va nous intéresser maintenant dans la suite de la leçon, il va mettre son propre frère. La monarchie espagnole est en train de vaciller. Les rois se succèdent les uns après les autres. En premier, Carlos III, après Carlos IV, prennent le pouvoir. Mais la dynastie espagnole n'est pas forte en ce moment. Donc Napoléon va en profiter. Napoléon décide donc de mettre son frère Joseph au pouvoir en Espagne. Mais ça se passe très très mal. Les Espagnols le surnomment Pepe Botella. Joseph Pepe Botella parce qu'il a tendance à boire beaucoup. De plus, les Espagnols sont très attachés à leur roi, à la monarchie. Ils ne souhaitent pas changer, donc ils ne voient pas Joseph d'un bon œil. Tout va dramatiquement basculer le 2 mai 1808 à Madrid. Et je vais vous expliquer ça maintenant tout de suite. Le 2 mai 1808, tôt le matin, les Madrilènes vont commencer à se réunir autour du Palais Royal. Ils pensent que les soldats français vont enlever l'enfant, c'est-à-dire le fils du roi d'Espagne, mais pas l'héritier au trône, pas celui qui sera le futur roi, pour l'emmener en France avec son père qui est retenu par Napoléon à Bayonne. Cet enfant, qui s'appelle Francisco de Paula de Borbón, est un symbole pour les Madrilènes, puisque c'est le dernier membre de la famille royale qui est encore à Madrid. Tous les autres sont soit à l'étranger, soit retenus par Napoléon en France, comme son père Carlos IV. Lorsque les Madrilènes vont penser que cet enfant va être capturé, ils vont crier que nos lo llevan. Et ils vont décider de prendre les armes, de se révolter et d'attaquer les soldats français. Et c'est cette attaque du peuple madrilène contre les soldats français que Goya nous montre dans son tableau. Si on veut analyser un petit peu le tableau, on peut voir sur ce tableau des soldats français avec leurs casques et leurs épées sur des chevaux. Mais on peut aussi voir d'autres personnages sur les chevaux, les Mamelouks. Les Mamelouks ne sont pas des soldats français, ce sont des mercenaires égyptiens qui combattent pour Napoléon, mais ce ne sont pas des Français. Et on peut voir tout autour la foule espagnole, les Madrilènes. Et on peut bien voir que cette foule n'est pas armée pour combattre. Ce ne sont pas des soldats. Comme on peut voir au premier plan, ils se battent avec des petits couteaux contre des soldats qui sont en armure et qui ont des épées. La deuxième chose que veut nous montrer Goya, c'est la foule espagnole. Si vous regardez bien, on voit très peu de soldats français. 3 sur les chevaux, 4 allés sur les chevaux, un qui est tombé par terre, un autre qui est mort, mais on voit beaucoup de Madrilènes, d'accord? Donc ce que veut nous faire comprendre Goya, c'est toute la foule, la haine qu'a le peuple de Madrid contre ses envahisseurs. D'accord? Et la troisième chose importante de ce tableau, si vous regardez le fond, c'est tout flou. D'accord? Donc, vous doutez bien que Goya n'était pas là avec son chevalet et ses pinceaux en train de peindre le tableau en direct. D'accord? Donc, Goya va peindre un endroit qui pourrait être n'importe où à Madrid.
D'accord? On a du mal à reconnaître dans le fond, on ne peut pas dire exactement à quel endroit précis s'est déroulée cette bataille. Pourquoi? Parce que Goya ne veut pas dire ça s'est passé là ou là. Il veut montrer que ça a pu se passer dans n'importe quelle rue de Madrid. Le 2 mai va donc être un jour férié à Madrid puisqu'on va célébrer la révolte du peuple madrilène, du peuple espagnol contre l'envahisseur. C'est pour ça qu'on va le mettre comme un jour férié. On va également le mettre comme un jour férié pour respecter, pour honorer la mort des personnes qui se sont battues pour un idéal, pour la liberté, pour libérer leur peuple, pour libérer leur ville, pour libérer leur pays. Voilà, vous savez donc maintenant pourquoi le 2 mai est un jour férié et est le jour de la communauté de Madrid. Maintenant, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque Goya a peint un tableau du 3 mai. Je vais donc vous expliquer la suite de l'histoire. Les Madrilènes, en attaquant les soldats français, vont attaquer leur général, le général Murat. Celui-ci va décider de faire venir toutes les garnisons qui étaient autour de la ville de Madrid pour l'encercler. Et plus de 3000 soldats français vont maintenant encercler Madrid et vont avoir pour ordre de tuer tous les Madrilènes qui vont s'opposer à eux. L'armée française va écraser la révolte espagnole. Plus de 4000 personnes seront tuées entre le 2 et le 3 mai. Et une des madrilènes les plus connues à être tuée est justement une Française, la fille d'un boulanger, Jean Malessagne, qui s'appelait Manuela. Et cette jeune fille va être tuée par l'armée française. Et on va donner son nom à tout un quartier du centre-ville de Madrid où il y a eu lieu, et cette rébellion. Et c'est pour ça que ce quartier va s'appeler Malasaña. D'accord? Juste derrière la Argüelles, au niveau de la Plaza d'Espagne, d'accord, il y a un grand quartier qui s'appelle Malasaña. Et ce nom vient d'une jeune Française qui s'appelle Malessagne, qui a été tuée par les soldats français. Cette persécution va durer toute la nuit. Tous les Madrilènes qui seront retrouvés en possession d'un couteau seront condamnés à mort. C'est ce que va nous montrer Goya dans son tableau El 13 de Mayo. Il va nous montrer comment les soldats français se sont vengés et ont fusillé en masse les rebelles espagnols. Si on veut étudier ce tableau de Goya, il faut bien comprendre que Goya n'était pas présent lorsqu'il a peint le tableau. D'accord? C'est une imagination d'une scène qui aurait pu se dérouler. Lui n'était pas présent, il ne l'a pas peint en direct. D'accord? Deuxième chose importante, quand on regarde cette fois-ci le tableau, on peut voir que c'est la nuit. Le ciel est noir. On peut voir au loin des monuments, c'est-à-dire qu'on peut identifier exactement où a eu lieu cette scène. D'accord? Cette scène a eu lieu à Principe Pio, juste à côté de la Plaza d'Espagne. Et si l'on regarde le tableau, peut-être séparé en deux au milieu. À droite, j'aurai les soldats français. Si vous regardez, Goya ne les détaille pas. Ils sont en noir, il n'y a aucune émotion sur leur visage puisque l'on ne voit même pas leur visage. Ils ne sont même pas éclairés. Ce ne sont pas les personnages importants de ce tableau. Ce ne sont pas les personnages que Goya veut mettre en lumière. Par contre, de l'autre côté, on voit très bien les rebelles espagnols. Et on voit surtout cette personne au centre qui attire toute la lumière, cette personne en blanc. Le blanc, le symbole de la liberté, le symbole des personnes justes. Et que nous représente cette personne? Bras en l'air, qu'elle va mourir, mais elle va mourir pour ses idées. Et on a l'impression qu'elle nous dit, allez-y, tuez-moi, mais je vais mourir pour mes idées, pour quelque chose de juste. Et à côté, on voit des personnes en troisième plan, pile au milieu, qui ont la tête entre les mains, qui sont en pleine désolation, d'accord? Qui savent qu'ils vont mourir. Donc, sur ce tableau, Goya nous identifie plusieurs choses, le lieu exact. Et les soldats français, mais il leur donne pas plus d'importance que ça. Ce ne sont pas forcément les méchants. Lui, il veut surtout s'intéresser aux idées, aux émotions, aux témoignages de liberté et de mourir pour ses idées. Et d'un acte de bravoure en quelque sorte des rebelles espagnols. Donc voilà, on a terminé notre première leçon d'histoire. C'est super important de connaître l'histoire, d'accord? Pourquoi le 2 mai, on n'a pas école d'habitude? Ben voilà, on n'a pas école parce qu'il y a eu une révolution en France. Cette révolution en France a fait sortir un personnage historique, Napoléon. Ce personnage historique a envahi l'Espagne et les Madrilènes se sont révoltés
contre lui, contre la présence des Français en Espagne. Donc on est revenu très loin, on est revenu en 1789 pour comprendre quelque chose de 1808. Mais ce quelque chose de 1808, on doit le comprendre maintenant en 2020. D'accord? C'est super important de connaître l'histoire. Maintenant, c'est que le début de notre cours d'histoire. On va continuer parce que le 2 et le 3 mai ont été une révolution, vous ne le savez pas encore, mais dans la suite de l'histoire aussi bien de la France que de l'histoire espagnole, avec la guerre d'indépendance. Les Madrilènes vont être les premiers à s'opposer ainsi à Napoléon. Et ils vont être les premiers à créer un type de guerre. Et ils vont être les premiers à faire tomber l'empire de Napoléon. Mais ça, en 1808, ils ne le savent pas encore. Et on va voir ça dans la prochaine leçon sur la guerre d'indépendance. Donc voilà, j'espère pas avoir été trop long, avoir été clair. C'est très compliqué de faire un cours d'histoire comme ça en ligne. C'est pas un cours de sciences où je mets une vidéo et je vous explique. D'accord? Là, il faut m'écouter. J'essaye au maximum de vous faire des histoires un petit peu rigolotes. D'accord? Donc, si vous avez des questions, on se retrouve à 1 heure sur l'application Meet et je répondrai à toutes vos questions. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.